mal se comporter au regard des critères de la société, parce que son comportement social notamment, sera complètement numérisé pour recenser toutes ces, je cite, toutes ces incivilités. De même que les États et les banques bénéficient d'une notation de confiance, l'individu sera noté, ce qui permettra à ses interlocuteurs d'en savoir beaucoup plus sur lui avant même qu'il ne commence à s'exprimer. La sécurité, disais-je, c'est un sujet essentiel car il offre des développements infinis pour les GAFAM par l'augmentation de la surveillance des individus, reléguant l'urgence climatique au second plan et évitant évidemment toute discussion de fond sur la numération et sur la numérisation de la société. La sécurité n'aurait pas pu être imposée comme thématique sans, je parle pendant les présidentielles, sans la manipulation constante que le numérique impose sur le sujet en sollicitant l'émotion par l'image plutôt que la raison par la réflexion. Tout ça, c'est un monde qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Et on est en droit de se demander à quoi ressemblera la société de demain, déjà en marche, déjà largement en gestation, celle de l'homme virtuel et sans contact. Alors, éliminons d'emblée pour notre propos le constat que l'humanité pousse l'arrogance à penser que sa destruction ne pourrait venir que d'elle-même. La crise sanitaire récente montre qu'il n'en est rien, puisque c'est un tout petit morceau de vivant qui a mis la planète à genoux. Les grandes extensions, qui a fait peur en tous les cas à la planète, les grandes extensions qu'a connues la planète Terre prouvent que les espèces dominantes ne sont pas éternelles. S'il y a des questions, je parlerai de la manière dont les dinosaures ont disparu. Ce qui est notable dans la période actuelle, c'est que notre espèce est pour la première fois à la croisée des chemins. D'un côté, la révolution numérique revendique son immortalité à terme, et de l'autre, le réchauffement climatique fait peser sur elle un risque de disparition par la destruction de son environnement. Contradiction, paradoxe, comme on veut. On voit bien que la science et la technologie du XXIe siècle progressent à des vitesses vertigineuses, mais nos réflexions philosophiques et sociologiques sur ces sujets sont bien moins avancées et nos connaissances sur la technologie et son impact sur la société sont sont encore très superficielles. Les technologies de l'insuffisance artificielle, lapsus, en tous les cas, les technologies de l'intelligence artificielle et de la robotique conduisent à une transformation en profondeur de nos sociétés et de nos économies en apportant des solutions innovantes qui nous aident sur de grands défis mondiaux tels la santé, l'environnement, l'éducation, la démocratie ou l'industrie. Mais en même temps, ces technologies pourraient accroître les inégalités dans l'accès aux technologies. Combien y a-t-il encore de sans domicile numérique fixe? Les billets d'apprentissage machine et les biens d'usage font partie de ces risques d'inégalité. Cela me paraît d'autant plus préoccupant que l'intelligence artificielle n'a pas de frontières. Mais au-delà des discussions bon enfant sur ces sujets, chacun a son mot à dire. Non, moi, je m'en fous, je suis à la retraite, je vais prendre la retraite, c'est pour mes enfants, eux, ils savent, ils ont compris, etc. Et de ces discussions bon enfant sur ces sujets, où d'ailleurs les bénéfices l'emportent toujours dans l'esprit du plus grand nombre sur les risques, un point à lui seul mérite notre réveil
je veux parler de ce qui est en train de se passer, la coévolution humain-machine. Ces systèmes et ces artefacts intelligents vont s'adapter à nous, humains, et nous nous adapterons à eux. Sans garde-fou placé face au déploiement de produits capables de manipuler nos émotions, présents en continu dans notre intimité, nous jouerions avec notre propre accord aux apprentis sorciers. Le marché des personnes isolées est important. 22 millions de personnes vivent seules en France et ces machines peuvent combler un vide. Ou, au contraire, nous amener et vivre de plus en plus seuls, seulement connectés avec nos réseaux. Il est urgent de proposer un contrat éthique et responsable pour ces différents systèmes autonomes, Saint-Jean l'humain. Spinoza considérait qu'il y avait une liberté humaine qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs, je cite Spinoza. Donc cette liberté humaine qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorant les causes qui les déterminent. Je me suis demandé ce que dirait aujourd'hui Spinoza à un robot émotionnel qui lui raconterait tout de lui et donc étalerait aux propriétaires des données ou aux concepteurs des données l'intimité la plus profonde de Spinoza. Petit détail en passant. Il faut ajouter que l'obligation de se tenir soi-même compagnie est une épreuve à laquelle nombre de cerveaux ne résistent pas. Il faut dire que nous avons à faire face à une déferlante, celle des machines parlantes, qui inaugure un nouveau règne de l'intelligence artificielle. Nous passons du cliquer au parler. Kalinator remplace Terminator. Les machines deviennent des collègues. Les distributeurs automatiques de bisous nous induisent le fantasme de la machine autonome. Je ne parle même pas de l'assistant conversationnel, le chatbot, ce robot qui a discuté. Je n'ai pas pris la peine de préciser que cette planche écrite à la main ne doit rien à ChatGPT ou autres éléments du même genre. Ça pouvait peut-être aller de soi, mais je le redis. L'humain pourrait, par les machines parlantes, être renvoyé non pas à sa nudité physique, mais pire, à sa nudité psychique. Autrement dit, ces machines nous renvoient à une fragilité essentielle que nous cherchons à nous cacher par tous les moyens, notre nature, fondamentalement émotionnelle et irrationnelle. D'où cette question. Si la synthèse vocale simplifie nos relations aux machines, ne va-t-elle pas compliquer nos relations avec nous-mêmes et avec nos semblables? Finalement, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est quand même ce que pensent en profondeur beaucoup d'hommes sur cette planète, d'humains sur cette planète. Alors, me direz-vous, est-ce que la messe est dite? Est-ce qu'il y a rien à faire et qu'il suffit d'être les spectateurs passifs d'une évolution de ce genre? Que peut-on faire? D'abord admettre, et ce n'est pas le plus simple, que la solution, elle n'est pas entre les mains des GAFAM, comme le prétendent beaucoup et comme les GAFAM elles-mêmes le prétendent, ni dans cette immobilité du confinement qui s'est révélée extrêmement énergétivore, mais la solution elle est dans notre cortex cérébral frontal, la zone qui nous permet
de ne pas céder à nos pulsions au plaisir immédiat. Albert Camus, que j'ai déjà cité, il considérait que ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine, c'est sa capacité de s'empêcher. Cite Camus. Un homme se distingue des animaux par sa capacité de s'empêcher. Or, justement, l'industrie du numérique prospère sur l'inverse, c'est-à-dire la satisfaction de nos désirs en exploitant la substance noire où se fabrique la dopamine. Et nos sociétés basées sur l'accroissement exponentiel du plaisir immédiat par rapport à la satisfaction future, nos sociétés vont dans le mur si elles continuent comme ça. À un moment où le cerveau humain réalise des prodiges technologiques avec le numérique, cette industrie désormais prédominante s'adresse essentiellement à notre cerveau primaire, à notre cerveau archaïque, en jouant sur ces mécanismes de récompense et sur ces addictions. Einstein considérait déjà que la science est un outil puissant. Je le cite, « L'usage qu'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. » Einstein, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'objectif et la réalité consistent à ce que, en jouant sur notre cerveau archaïque, nous assistons, nous provoquons, nous admettons une réduction de notre esprit critique. La sobriété, la tempérance, l'esprit de recul deviennent une forme d'égoïsme réprouvé plus ou moins discrètement. Et nous entrons dans une société comme Sisyphe, condamnée à produire et à consommer sans relâche. Un délire consommatoire que l'industrie du numérique a facilité en le mettant à portée de clics et de click and collect, si j'ose dire, avec en corollaire une perte de sens. Internet vend de l'addiction. Je vais prendre l'exemple que je n'avais pas cité jusque-là, la pornographie. D'abord, avec 136 milliards de vidéos consommées par an. 136 milliards de vidéos consommées par an. Avoir autant de sexe brandi dans les vidéos porno, Homo sapiens erectus masculin s'inquiète de la taille du sien. Je ne parle pas des cabinets de chirurgie esthétique assaillis par la demande de retouche des lèvres grandes ou petites. Ainsi donc, consommer comble le vide creusé dans nos têtes par la surconsommation du numérique. Le système est impératif, pour ne pas dire obligatoire. Et en plus, très rares sont ceux aujourd'hui qui peuvent faire le choix de vivre sans smartphone. Internet est le point de passage quasi obligé de tous les systèmes commerciaux et même administratifs. C'est de payer vos impôts à autre chose qu'à un ordinateur. Il faut vraiment du talent. Regardez quelle est l'industrie qui prospère le plus. L'entreprise la plus rémunératrice en France aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise de luxe, ce n'est pas LVMH, c'est l'entreprise de porte-conteneurs, c'est-à-dire celle qui fait anonymement les transports de tout ce que nous sommes en train de ce que je disais autrement. Le monde sans contact du virtuel et paradoxalement celui des réseaux sociaux qui ont créé un moyen d'expression confus où il se défoule le pire de l'homme, avec peu de danger puisque tout se fait à distance et sans contact physique. Et en plus, le plus souvent anonymement. Le monde sans contact du virtuel est celui que nous propose la société numérique avec la forme la plus aboutie à ce jour de domination par la surveillance et l'incitation à l'addiction
en tournant le dos à l'esprit critique, à la pondération, et donc à un rapport intelligent avec notre environnement social et naturel. La société du sans-contact virtuel, c'est le télétravail, ne nous y trompons pas, ça paraît sympa comme ça. Mais la conséquence, c'est qu'elle rend le travailleur invisible. Même pas qu'il est dans l'entreprise, on ne sait même pas à quoi il correspond. Il est à la maison entre stress et solitude. Mais vous avez vu combien de licenciements par un simple mail aujourd'hui, sans discussion avec personne, et pas seulement aux États-Unis, pas seulement chez les cow-boys. Donc, j'attire l'attention sur ce qui n'est pas un détail. La société du sans contact, du virtuel, c'est aussi une société de délation, dont les données sont entre les mains d'un tout petit nombre de personnes, mais qui peut dégénérer. Les plus anciens d'entre nous étaient vivants ou ont connu des gens qui l'étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai présidé 25 ans France-RDA, c'est-à-dire compris ce que voulait dire la Stasi, et même dans les familles. Donc voilà, j'attire l'attention là-dessus, et encore à l'époque, c'était à la main, avec du papier et des rapports qu'on pouvait interpréter. La société du sans-contact virtuel, c'est l'amour virtuel, une forme de flirt avec l'illusion. Le célibat devient glamour et les rencontres numériques font passer de la palpitation au désenchantement, du filtre d'amour à l'amour sans filtre. La société du sans-contact virtuel crée une génération no sexe et le Japon devient le temple de l'amour virtuel. Je ne parle même pas de l'absence de la stérilité, l'absence de fécondité, mais le temple de l'amour virtuel. Le recours aux poupées sexuelles les consacre en partenaire idéal d'un monde déshumanisé. Il n'y a pas de pension alimentaire à verser contre leur divorce. Et deuxième élément, je vous rappelle que dans un pays comme l'Arabie saoudite, où une femme est interdite de conduire une voiture jusqu'en 2017, 2018, cette femme a pu, un robot a obtenu la nationalité, est devenue une citoyenne à part entière, ou un citoyen à part entière. Où est l'erreur? Alors, j'aurais pu évidemment multiplier les exemples pour décrire cette société qui vient, pour les plus croyants qui advient, virtuelle souvent, et qui fait passer l'homme de la vie en société à une forme d'individualisme égotiste, du nous au moi en quelque sorte. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, mon propos à travers ce travail se veut optimiste. Oui, optimiste. Je sais bien que ça suscitera des questions, mais bien sûr, je vous ai présenté le selfie d'un monde en chute, mais il montre combien notre rôle peut être essentiel. J'ai souvent défini le franc-maçon comme un guetteur d'orage, un alpiniste de l'horizontale et un porteur de lumière. Je crois que dans le monde qui vient, nous devons et nous pouvons reconquérir notre liberté et d'abord notre liberté d'attention. Nous pouvons lutter contre notre dépendance aux écrans et apprendre à déconstruire, pas à déconstruire l'homme, mais à déconstruire la fausse urgence de nos échanges connectés. Et je propose qu'on utilise tout simplement la méthode maçonnique et avant de dévoiler notre intimité sur les réseaux sociaux, interrogeons-nous sur les ressorts profonds de notre pulsion. De ce que nous sommes prêts à accepter aujourd'hui dépendra ce que nous vivrons demain. Laissons-nous surprendre par le hasard, les rencontres fortuites, les coïncidences et la poésie d'un échange non programmé. Soyons des résistants enthousiastes et au-delà d'Internet et
de l'emprise insidieuse des robots émotionnels. Soyons les artisans d'une société du contact, une société du contact plus humaine et plus fraternelle. Voilà ce qui pourrait faire un beau selfie d'un monde où la caverne de Platon ne serait pas digitale et où l'imprévisibilité, l'altérité et le libre arbitre ont toute leur place. J'ai dit. Alors, merci. Première question que je vous pose, c'est un volume non pessimiste, même si le tableau jusqu'à penser après les inquiétudes que vous et dans laquelle nous sommes, que nous l'ayons, puisque nous sommes dans une enceinte maçonnique, l'académie maçonnique et des maîtres maçons, sciences. Il se trouve que, par exemple, vous pouvez être présent dans ces supports. Je pense à envoie ces informations sur les réseaux sociaux, je trouve aussi pendant la période de la vie, mais dans la première, elle était Penses-tu qu'une institution comme la puisse ou doit participer à cette évolution? Penses-tu que, par exemple, il soit choquant ou anonyme, qu'il soit de plus en plus de notion de soi? Et penses-tu qu'un jour, cette actualité prendra le temps sur la réalité de l'esprit, c'est-à-dire la matérialité de l'éducation, le droit de l'union pour ne pas parler de l'ensemble des activités que nous avons physiquement. Je ne vais pas te répondre par oui ou par non parce que ce serait inconvenant et parce qu'il n'y a pas une réponse par oui ou par non à cette question multiple. J'ai tenu à préciser que le moment Covid n'était pas le point de départ de tout ce qui est en train de se passer, mais son accélération. Et aujourd'hui, on situe les choses comme si on n'avait pas eu ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne se serait pas vu, on ne se serait pas parlé, etc. Je crois profondément le contraire, tant les hommes ont besoin d'échanges, tant les hommes ont besoin, finalement, je est un autre, a écrit Rimbaud, et en tous les cas, l'autre est l'autre partie de nous-mêmes. Donc, on aurait trouvé d'autres choses. Simplement, on a dit, c'est juste pour utiliser la période et se servir des outils dont nous disposons. La réalité, c'est que maintenant, on s'est pris la perfusion de tout ça et on est addict à tout ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, combien souhaitent que toutes les tenues se fassent comme ça, tous les échanges se fassent comme ça, et au fond, avec une perfusion de Coca-Cola dans un bras et une tenue décontracte de l'autre, on puisse continuer à avoir un certain nombre d'échanges. Je fais ringard en disant ça pour un certain nombre d'esprits ou de bons esprits. Mais ce qui fait la particularité d'un certain nombre de règles, de traditions, de rituels, c'est précisément leur cadre, c'est précisément le respect qu'on leur apporte.
est-ce que dans 150 ans, ou dans 50 ans, ou dans 30 ans, tout ça apparaîtra comme inutile ou comme un combat déjà perdu et finalement perdu inutilement, quoi. C'est-à-dire s'être battu pour ça, ça ne valait pas le coup. C'est une autre manière de reposer la question que tu poses. J'ai pris la peine de dire que ce n'est pas d'interdire ça qui va régler le problème, objectivement. L'interdiction n'a jamais rien réglé. On n'arrive plus à interdire à nos gamins de mettre les doigts dans la confiture, si j'ose dire. Donc, c'est pas d'interdire Internet, ça c'est pas imaginable. Ma seule espérance, mon seul espoir, distinguant bien les deux, et l'espoir et l'espérance, l'espoir étant un risque à courir, l'espérance étant autre chose, c'est quand même, franchement, que l'on soit conscient de ce qu'on fait. Et si le fait d'être maçon peut nous donner cette capacité d'être conscient, non pas pour ne pas le faire, mais d'être conscient qu'en faisant ça, ce sont toutes les données qu'on donne. En faisant ça, c'est toute notre intimité qu'on développe. En faisant ça, c'est toutes les conséquences d'un certain nombre de sujets que l'on est en train allez, j'allais dire de brader, j'assume. En tous les cas, on est en train de distribuer. Je crois que là, on commet une erreur. Ça, c'est une conviction. Je n'ai aucun moyen de le prouver, surtout face à des gens qui considèrent que c'est ça et pas autrement, parce que c'est le progrès. Je pense que de temps en temps, il faut débrancher le progrès. Puisque le progrès n'est plus cette forme de progression verticale ou vers l'avenir positif. On s'aperçoit aussi que le progrès peut être dramatique. Je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans la régulation de tout ça. J'ai parlé d'un contrat éthique, j'ai parlé d'un certain nombre d'éléments, et je crois que les maçons ont un rôle à jouer. Je pense que, pour l'avoir déjà dit, une des questions à l'étude des loges pourrait être heure et malheur, si j'ose dire, ou une formulation de ce type, par rapport à l'usage d'Internet et à ses conséquences. Et qu'il y a un vrai débat. Et ce débat, ce n'est pas celui des jeunes contre les vieux, ce n'est pas un débat générationnel. Donc, au total, je crois que, et c'est ce que je disais d'une autre manière, l'avenir sera ce que nous en ferons. Mais si on n'est pas conscient d'un certain nombre des risques qui sont en marche aujourd'hui, ben on va vivre entre deux mondes. Et je ne suis pas sûr qu'on soit structuré par rapport à ça. Merci. Alors, merci aussi à tous ceux qui m'ont suggéré d'activer le micro. En fait, on faisait un essai pour voir si c'était audible avec le micro de notre conférencier sans créer d'effet de Larsen. C'était tout à fait volontaire. Mais, alors, je vais prolonger la question parce que dans une instance maçonnique, et reposer la question pour que tout le monde l'ait bien entendu, dans un collège maçonnique, dans une académie maçonnique de maîtres et maîtresses maçons, la question qui nous intéresse, c'est le regard de l'homme ou de la femme qui vit dans le monde extérieur, mais aussi quel est le rôle particulier que tu imagines être celui des francs-maçons ou des francs-maçons, le rôle de nos obédiences quand elles ont, comme toi, l'occasion de participer à éclairer la République ou à éclairer les instances nationales, voire internationales. Avons-nous le même rôle aujourd'hui d'éclaireur, au sens de porteur de lumière, que celui que revendiquaient nos prédécesseurs au XVIIe, au XVIIIe siècle, ou même au XIXe siècle, lorsqu'ils s'efforçaient de nourrir le débat public sans forcément brandir, bien sûr, leur insigne ou leur drapeau. Quel peut être le rôle de conscience, finalement, de mise en garde, à la fois d'accepter tous les bienfaits que ces nouveaux moyens peuvent mettre à notre disposition et en même temps de dénoncer éventuellement les risques ou les limites? Ben, j'ai dit qu'on pouvait être des guetteurs d'orage.
tout à l'heure. On peut être des porteurs, nous sommes des porteurs de lumière, mais on est aussi, et je pense que c'est notre rôle, des guetteurs d'orage. Je suis de ceux qui perçoivent un orage en marche. Il y a un orage, pas un peu, beaucoup, c'est-à-dire une inondation. Et c'est le plus grand linceul de l'humanité, l'eau quand elle déborde. Eh bien, je crois que là, on a ce rôle. On a ce rôle d'abord parce qu'on a la capacité de se poser des questions sans se taper dessus. C'est quand même pas mal. De dire des choses différentes, même voire opposées, en se respectant. Et donc d'essayer de sortir de là, non pas un compromis, mais en tous les cas, un éclairage qui fasse que les uns et les autres puissent appréhender un certain nombre des risques, parce qu'on n'est pas dans c'est tout génial, c'est tout minable, on se sert tous les jours de partie des choses. Mais on m'a dit que je me servais de 5% de ça, et chez moi, on m'explique que ça ne va pas, il faudrait lâcher ça, on me le pique, en m'expliquant que voilà, j'en fais trop avec ça. Notre frère Hugues Garcia demande, fait d'abord remarquer que l'homme a peur de se retrouver face à lui-même et de s'interroger sur les grandes questions, qui suis-je, etc. Et puis il ajoute que la technologie, entre autres, fournit du divertissement pour éviter d'aller plus profondément en soi-même et s'affronter finalement à soi-même. Alors tu as mentionné Spinoza qui nous dit ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Alors, il voudrait avoir ton utopie sur l'idée suivante. La technologie pourrait aussi nous permettre de ne plus avoir à travailler pour pouvoir passer plus de temps à l'introspection, travail sur soi, et à la recherche de soi-même, qui est finalement, comme tu l'as dit, le but principal, ou un des buts principaux de la démarche maçonnique, et à la recherche de soi-même pour dépasser le moi, c'est-à-dire passer éventuellement au soi. Est-ce que c'est une utopie selon toi, ou est-ce que il n'y a pas nécessairement de place pour la technologie, pas besoin de technologie, ou est-ce que la technologie peut nous aider à franchir ces étapes peut-être un peu plus rapidement ou un peu plus profondément? Ah, il n'y a pas une question, il y en a 10. Là. Ah oui, mais Hugues Garcia Non, pose beaucoup de mais, questions. non, mais je distingue la fin de moi et la fin du moi. Déjà, pour que ce soit clair. Parce que moi, je veux bien qu'on ne travaille pas, et je suis de ceux qui disent gloire au travail, en tous les cas ici, et qu'on m'apporte à manger, à me vêtir, etc., etc. Il y a un moment donné où il faut être en face des réalités. Même la démocratie athénienne n'avait de particularité que parce qu'il y avait des esclaves. Les ilotes, à Athènes ou à Sparte, c'était, voilà, la démocratie, c'est ça, non, mais c'était une démocratie censitaire. Ce n'était pas une démocratie Démocratique. voilà, one man, one vote, one woman, one vote. Donc, c'était pas ça. Donc, moi, je ne crois pas que les machines doivent penser à notre place. Voilà. Qu'elles nous aident peut-être à accélérer un certain nombre d'éléments. Oui, oui, c'est clair. Quand je vois Hélène Carrère d'Ancos l'autre jour dans une réunion, qu'est-ce que je fais? Comme chacun d'entre nous, je me dis, cette femme, elle est brillante, elle a jamais. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir là-dedans, et évidemment, elle a 93 ans, 94 ans, voilà. Alors que j'aurais pu chercher ça autrement dans d'autres endroits et tout. Je vais à la facilité. Je vais à la facilité et je ne fais pas assez confiance à mon jugement qui consiste à dire elle est brillante sans avoir besoin de savoir qu'elle a 93 ou 94 ans. Donc, au total, par rapport à cette question, je ne crois pas à l'utopie qui consiste à vivre d'amour et d'eau fraîche et simplement d'introspection. Ma petite fille qui a 7 ans, évidemment, quand elle est à côté de moi, elle me dit « Regarde les étoiles ». C'est génial, mais c'est qui l'a nourri? Son père, sa famille? Bon, un jour, elle sera peut-être adulte au sens biologique du terme. Il faudra bien qu'elle s'auto-nourrisse, qu'il se passe quelque chose pour ce qui la concerne. Et alors, aujourd'hui, on fasse de la sobriété, qu'on vive plus chichement que les générations qui nous ont précédés,
à commencer par la nôtre. C'est clair. Ceci dit, est-ce que c'est ça la définition du bonheur? Je n'en ai strictement aucune idée et j'ai la faiblesse de penser quand même que ce sera un peu dur parce qu'il y a encore des pays, il y a encore des continents où ils vivent avec les moyens qui étaient ceux du siècle, pas du XXe mais du XIXe siècle, en termes économiques, rapportés au reste du monde, et où je ne suis pas sûr qu'ils ne voudraient pas vivre avec les moyens d'aujourd'hui pour un certain nombre. Donc, j'aime bien l'utopie, au sens où ça fait rêver. Je préfère d'ailleurs la poésie, parce que dans la poésie, il y a une action, une fonction. Et puis tout ça, je crois peu à l'utopie au sens étymologique du terme, parce que l'utopie, ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu. Alors que ce débat, c'est celui de notre finitude et celui de nos limites. Pour certains, on considère que il faut, parce que le monde est limité, le répartir autrement et se débrouiller avec à l'intérieur de ce monde. Et pour d'autres, c'est comment on fait pour améliorer, pour repousser nos limites. Si on n'avait jamais tenté de repousser nos limites, on étant l'homme, n'avait jamais tenté de repousser les limites, honnêtement, où est-ce qu'on en serait? Au fond, tu réponds à la question que pose notre sœur Marie-Laurence Nanty, qui dit: n'est-ce pas plus facile de résister pour les générations qui ont connu un autre monde? Les jeunes, je parlais de ta petite fille de 7 ans, baignent dans ce nouveau monde sans point de comparaison. C'est donc à nous, les adultes, et peut-être à nous, adultes et francs-maçons, d'être vigilants et de transmettre partout où nous le pouvons la vision humaniste. Pas facile, mais, nous dit notre sœur Marie-Laurence, je ne crois pas à la fatalité. Y crois-tu, n'y crois-tu pas? À la fatalité. Ou au devoir qui est le nôtre? Au devoir qui est le nôtre, je pense qu'elle a raison 100%. Je n'ai pas d'hésitation par rapport à ça. Je crois qu'elle a d'autant plus raison que dans d'autres travaux et dans d'autres présentations, je décrivais que nous étions et que nous sommes, pour ce qui concerne notre génération, dans une société hybride, que j'appelle hybride, c'est-à-dire qui a connu un monde où il n'y avait pas tout ça, et puis qui est en train de découvrir un monde dans lequel il y a tout ça. Bon, et dont on nous dit, après tout, c'est pas dramatique, vous faites des histoires pour rien, on va se débrouiller avec ça, et vous allez voir, le bonheur est en marche, le métaverse va nous permettre d'être soignés 10 millions de fois plus, et tout. Alors, j'ai la faiblesse de ne pas croire, plutôt de croire qu'on n'est pas éternel, tout d'abord parce qu'on s'ennuierait, et puis j'ai la faiblesse de croire qu'un grand architecte a quand même quelques vertus et que peut-être pour la plupart on se retrouvera ailleurs. Donc voilà, on a tout expliqué avec la science, sauf ça, le problème que je suis en train de poser. Alors, que notre rôle de maçon soit de dire aux générations qui y arrivent, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais en même temps, on est en train, et c'est ça qui me frappe le plus, de supprimer les traces du monde qu'on veut leur montrer. Je le dis pourquoi? On n'écrit plus à la main. Regardez, il y a eu une exposition, je crois, je ne sais plus, c'est Amsterdam, Vermeer, etc., ce qui s'appelle les repentirs de Vermeer. C'est pas du pas. Si tout est informatisé, il n'y a plus de traces, les repentirs disparaissent. C'est-à-dire ce qui a construit l'évolution de la pensée. Donc, je crois qu'on a un rôle, mais ce rôle, ce n'est pas simplement d'avoir honte d'avoir été les porteurs de ça à un moment donné, mais de montrer en quoi c'est positif et en quoi ça a permis au monde d'évoluer aussi, voilà, à une vitesse différente. Mais on n'est pas obligé de tout supprimer, le passé, pour simplement arriver aujourd'hui où on en est. Alors, nous avons une question dans la salle qui va être posée en utilisant le micro de notre père Christian. Bonjour, merci pour cette planche très finement ciselée, comme on dit, et qui... c'est bon? Merci pour cette planche très finement ciselée. J'ai été très sensible à la question de savoir ce que Spinoza aurait pensé du numérique.
Ça me semble une très, très bonne question. En tant que professeur de philosophie, j'aurais beaucoup voulu pouvoir convoquer des personnages philosophiques en classe et les faire apparaître sous forme d'hologramme de manière à pouvoir répondre, si j'ose dire, aux élèves directement. Alors, comme cette technologie n'est pas encore au point, j'aimerais répondre de manière, si j'ose dire, utopique. D'abord, Spinoza aurait certainement pensé qu'il s'agissait d'une dilatation extraordinaire de l'humain. C'est-à-dire que l'humain allait gagner des capacités qu'il n'avait pas eues jusque-là. Et je crois qu'au fond, comme tous les modernes, Spinoza était extrêmement technophile. Mais par ailleurs, d'ailleurs, on peut se demander si l'attribut de la pensée de Dieu en tant que pensée infinie n'est pas l'extrapolation d'une sorte de big data énorme. Et en fait, si nous ne mourrons pas en Dieu, c'est bien parce que Dieu se rappelle de tout. Et ça, c'est propre effectivement à une certaine vision de Dieu chez Spinoza. Et ça m'amuse au fond de penser que les big data sont en route vers une sorte de divinisation. C'est une tour de Babel, bien entendu. Par ailleurs, Spinoza aurait été obligé de constater que dans le village global, comme dans l'Amsterdam de son temps, les passions se déchaînaient, les passions tristes, les passions violentes, les passions haineuses. Et quand McLuhan avait parlé du village global, on peut voir qu'il n'avait jamais vécu dans un village. Parce que ce qui caractérise le village, c'est les haines tenaces qui traversent les générations et les aversions de rue à rue, si j'ose dire, voire de maison à maison, qui sont extrêmement fortes et que la ville, comme le dit Descartes, permet d'éviter. Et de ce point de vue-là, voilà la réponse que je donnerais. Il y a forcément dans la pensée de la technique, philosophiquement parlant, un aspect utopique, il y a forcément un aspect dystopique. Mais la dystopie de Hesiod à Heidegger est en fait mal portée, si j'ose dire. Dostoïevski, je vous rappelle qu'il y a 40 ans, la Pléiade a renoncé à publier les essais de Dostoïevski parce que trop raciste, trop haineux, trop antisémite, trop partisan du totalitarisme tsariste, etc. Quant à Orwell, vous savez que son meilleur des mondes était une utopie. Et d'ailleurs, dans les années 70, elle a été relue du point de vue utopique. Et ce n'est qu'en 1945, effrayé par le totalitarisme, Huxley a déclaré que c'était une dystopie. Mais il a réinterprété de manière autoritaire son œuvre pour faire penser que c'était une dystopie, parce qu'à ce moment-là, lire Le meilleur du monde comme une utopie était devenu impossible. C'est revenu en Californie grâce aux drogues. D'une certaine manière, il y a eu une nouvelle lecture utopique de Meilleur des mondes. Mais le meilleur des mondes, en fait, est un objet sémantique instable. On peut le lire de diverses façons. Et finalement, Orwell, c'est le pire libertarien que l'Angleterre ait connu depuis Shakespeare. Orwell est véritablement un libertarien. Et pour lui, toute organisation humaine est condamnable, ou presque. Et il en a fait l'expérience douloureusement en Birmanie, enfin dans toute sa vie. Mais c'est vraiment un père du libertarianisme. Et c'est intéressant de dire qu'il y a un passif de la pensée dystopique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en pense, enfin, si je peux me permettre, tout à l'heure, Jean-Jacques Zambowski a bien voulu rappeler que j'ai passé 27 ans à être maire d'une commune de 10 000 habitants. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit là, mais les gens, ils m'auraient dit, vous êtes trop intelligent. Vous. Bon, et c'est ça que personne ne comprend ce que vous avez dit. Excusez-moi de le dire aussi trivialement que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est réservé à une toute petite élite. C'est réservé à un tout petit peu de gens. Ce qui permet à tous les autres, ou de se taire, de croire que c'est la vérité, puisqu'on n'est pas capable de pouvoir argumenter, surtout avec un type qui est mort il y a quelques siècles, dont on va faire réapparaître l'hologramme. Il n'y a que Mélenchon pour proposer ça. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une posture qui est assez particulière. Moi, je ne sais pas ce qu'aurait pensé Spinoza. Je n'en sais rien. J'imagine, à travers ce qu'il a dit, écrit, machin, un certain nombre d'éléments. On ne sait déjà pas ce que pensent ceux qui nous dirigent aujourd'hui, Spinoza. Bon, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, l'histoire libertarienne, machin, etc., c'est
quand même des spécialistes des drosophiles qui sont à l'œuvre. À partir de là, quelles sont les possibilités? Quelles sont les possibilités pour un maçon ou pour même un homme normal, entre guillemets, qui ne soit pas maçon, un homme de tous les jours, quand je dis normal, je veux dire de tous les jours, de faire avec ces outils? Si je vous écoute, il est dans la posture qui ne peut être que passive, puisqu'on lui explique des choses qui lui échappent à tous égards, alors qu'il y a quand même des choses très claires. C'est est-ce que j'ai la maîtrise de ça, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de me servir de ça sans qu'on vienne me fliquer? Est-ce que j'ai le droit de dire, de penser un certain nombre de choses, puisque l'espace est devenu privé a priori, mais en fait il est privé parce que je crois qu'il l'est. Mais en réalité, il y a des gens qui sont derrière tout ça. Donc au total, et pour ne pas rallonger les choses, probablement, il y a un certain nombre de possibilités, mais à une condition préalable, c'est qu'on ait envie de se poser des questions sur soi. On ait envie de se poser des questions sur le sens de ce qu'on fait et de ce pourquoi on le fait. Alors que ça, c'est quand même l'anesthésie, la narco-anesthésie. C'est-à-dire, on vous file un comprimé de Tarax, vous êtes bien, voilà, tout va bien. Puis à l'arrivée, on ne pense plus, on s'interdit, on est dans une espèce de monde second. Donc c'est pour ça que on peut mettre des étiquettes, là, tac, 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 mais c'est pour la vraie vie, elle est où? Excusez ma réponse passionnée. Je voudrais juste dire un petit mot, une petite plaisanterie. C'est que si il y avait eu les smartphones à l'époque de Kant, il aurait dû interrompre sa promenade de 16 heures qu'il faisait régulièrement tous les jours pour participer à une conference call. Et nous, les pauvres francs-maçons, nous aurions beaucoup perdu parce que beaucoup de son œuvre aurait été bouleversée par le rythme qui était très régulier de sa vie et qui lui a permis de produire son œuvre. Alors, c'était cette note d'humour que je voulais introduire, c'est tout. Elle n'a pas de grande portée, mais c'est pas grave. Elle a au moins le mérite de donner à réfléchir. En même temps, le livre que nous appelons en français Le meilleur des mondes, qui pourrait être un jugement, s'appelle en anglais, c'était dans la langue, il a été écrit Brave New World. Donc, c'est pas la même chose, The Brave New World et Le meilleur des mondes. Alors, même si le livre a été écrit par Huxley en 4 mois à scénario sur verre, parce qu'il a été écrit en France par ce maître de l'écriture dystopique anglaise, un Brave New World, c'est pas forcément le meilleur des mondes. C'est un monde qui peut effrayer. Alors, une autre question une remarque qui est faite par notre frère François Wildenberg est de dire finalement, depuis que l'écriture existe, nombreux sont ceux qui ont écrit « c'était mieux avant ». Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On a mis en place la limitation de vitesse, la limitation de l'alcool, la ceinture de sécurité, etc. On peut donc penser qu'en douceur, des limitations vont être mises en place dans ce monde électronique que tu indiques, par petits pas, sans grande vision. Et notre frère François va être optimiste. Alors, j'ajoute qu'un frère de cette maison, la Grande Loge de France, a récemment, à la suite d'une initiative qui s'appelle Éthique IA, fait adopter par les instances européennes une législation qui est une législation de la garantie humaine en matière d'usage de l'intelligence artificielle, ce qui sort de la machine doit être examiné pour sa conformité non seulement à ce que la machine a, parce qu'elle raisonne sur des algorithmes qui éliminent finalement les franges, mais les franges existent. Donc, de la vraisemblance à la fois technique et scientifique, mais aussi de la vraisemblance éthique, parce que la machine n'a pas d'éthique, ou elle n'a d'éthique que celle que le programmeur a voulu y injecter couche après couche. Et donc, par conséquent, ce n'est pas étonnant que ce soit quelqu'un qui a l'esprit maçonnique que nous partageons, qui est imposé aux instances européennes d'abord, aux instances françaises par déduction ensuite, pas aux instances américaines ou chinoises, l'histoire de la garantie humaine, c'est-à-dire laisser à la conscience, à l'éthique, à la morale, à tout ce savoir que nous avons, ou ces questionnements qui sont les nôtres depuis des milliers d'années, au centre de notre rapport à l'intelligence artificielle et aux potentialités évidemment extraordinaires
dans la discipline qui nous est commune. Machine sait lire 300 pages à la seconde. Moi, je lis vite, mais certainement pas 300 pages à la seconde écrites dans 30 langues différentes. Donc, c'est sûr qu'on a à gagner de l'interprétation des images, de l'interprétation des apports des uns et des autres dans la découverte scientifique. Mais il faut quand même que nous gardions la conscience. Est-ce que tu pourrais nous donner un commentaire sur finalement cette importance de la conscience, cette importance essentielle des valeurs finalement qui sont les nôtres, pour lesquelles nous, humblement, nous nous battons, nous sommes loin d'être seuls, mais qu'il ne faudrait pas que les machines nous surpassent, autrement dit, le pouvoir aux machines ou bien le pouvoir à l'homme? C'était mieux avant, j'y crois pas, moi. Je n'y crois pas. C'était mieux avant. Oui, c'est une nostalgie qu'on peut imaginer. Voilà. Est-ce que on va recommencer en permanence un certain nombre d'éléments, la guerre, la famine, un certain nombre de difficultés? Oui, ça c'est possible. Est-ce que alors j'ai cité l'œuvre et le combat, alors maintenant je vais dire son nom, de David Gruson, à travers ce que j'en ai dit sur l'éthique et l'intelligence artificielle, et c'est-à-dire une intelligence artificielle humanisée, puisque aujourd'hui on ne sait pas qui produit et à partir de là qui introduit dans la pensée, dans les machines, un certain nombre de choses. Ça me paraît fondamental. Alors, il m'arrive de rêver, et c'est l'histoire qui me fait rêver, au sens où on perd aujourd'hui beaucoup d'éléments de culture, mais l'histoire, elle nous enseigne un certain nombre de choses. Quand le taylorisme est arrivé au XIXe siècle, on a considéré que c'était un progrès immense, que le travail à la chaîne, comme ça, avec des femmes qui surveillaient d'autres en train bon. Et puis un jour, il y a eu une machine qui est arrivée, c'était le métier à tisser jacquard, et donc il y avait 24 personnes dans une salle, il n'y en avait plus que 8, etc., etc. Bien. Ça veut dire que d'une certaine manière, la régulation, puisque c'est ça le mot important, va se faire progressivement quand les générations des jeunes vont se retrouver eux-mêmes confrontés à des handicaps, à des difficultés, à des surveillances insupportables et finalement à des contraintes. C'est eux-mêmes qui demanderont ou qui proposeront. Donc, il y aura de nouveaux syndicats qui ne seront pas virtuels. Donc, il y aura de nouvelles défenses. C'est en ça que je dis que je suis optimiste. Simplement, on a encore hier place de la Concorde. Donc, voilà, ça prend 150 ans, des choses de ce genre. Ça va prendre du temps. Alors, tu rejoins un peu la question ou la remarque de notre frère Laurent Vaubourgex qui dit où se situerait le juste milieu pour apprécier à leur juste intérêt les progrès de ce monde moderne. Le juste milieu. Je ne sais pas répondre. Le juste milieu, d'abord, est-ce que le juste milieu, c'est important? C'est la différence entre un point d'accord et un compromis. Donc voilà, moi, je suis pour des points d'accord. C'est oui ou c'est non. À un moment donné, on a discuté, on est capable, et c'est ça la force de la maçonnerie, de pouvoir se dire, je ne suis pas d'accord, d'avoir un point de vue blanc, un point de vue noir, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas se respecter. Donc moi, le juste milieu, qui est une espèce d'épreuve comme ça, il ne décide pas, je suis en face d'un damier, là. Hein, il est noir et blanc, il n'est pas gris à aucun moment. Donc il n'y a pas de juste milieu entre les deux petites incises. Je viens aux choses, mais voilà. Donc à partir de là, est-ce que le monde est fait pour la vision d'Aristote, puisque je vais dire ça, c'est-à-dire cette espèce d'idée qu'il y aurait une
un juste milieu, des trucs comme ça. Une notion médiane, c'est pas du tout. Oui, oui. Mais C'est l'autre notion médiane. bon. Ouais, je crois à un moment donné que non, non, mais à un moment donné, est-ce qu'on est en capacité de s'engager et de prendre ses responsabilités? La vision médiane, c'est quoi la vision médiane? 64 ans, 62 ans. Moi, quand je vois dans la rue autant de millions de gens qui étaient contre le 62 ans et qui défendent 62 ans aujourd'hui contre 64, voilà, vision médiane, moi je m'interroge, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, c'est peut-être 63 entre les autres. Mais non, mais tout ça, c'est bien gentil. Mais c'est ce que d'autres, ici ou là, appelleraient de la politique politicienne. Pour moi, c'est quoi la place de l'homme dans un débat de cette nature et qu'est-ce qui est possible, de faire. Donc, je reste persuadé qu'il peut y avoir un débat raisonnable autour de ça. Il peut y avoir un débat raisonnable, mais il n'y a pas forcément une pensée unique et qui serait le résultat d'un compromis par rapport à ces choses. Mais dans ce qui est la question et en même temps un certain nombre d'affirmations, je reste profondément persuadé qu'il va y avoir une régulation et que cette régulation, ce seront les hommes et les femmes qui la demanderont eux-mêmes. Un de nos frères ici présents va venir pour être audible de tous poser ça. Voilà, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Voilà. Je voudrais remercier le frère conférencier. C'est vraiment un sujet passionnant, le numérique et l'invasion du numérique dans nos vies. Je viens de passer une semaine à Marrakech et j'ai oublié mon portable à la maison. Alors et puis où j'allais, les télés ne marchaient pas. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que de se retrouver dans un pays ou dans un autre monde, de ne plus avoir son téléphone tous les jours, c'est très bien. Et je pense que notre frère commencé à dénoncer un certain nombre de travers en parlant de George Orwell. Parce que George Orwell, justement, a dénoncé aussi l'appauvrissement de la pensée par l'appauvrissement du vocabulaire. Par exemple, novlangue, on arrive à limiter le nombre de mots et donc à limiter la pensée. Et c'est quelque chose qui est effrayant. Et on voit, sans faire de la politique, on voit maintenant l'éducation nationale se focaliser davantage sur des peurs, xénophobie, homophobie, etc., plutôt que d'apprendre aux enfants à lire et à compter. Et je pense que c'est effrayant parce que j'ai un ami, d'ailleurs un maçon, qui m'a raconté l'autre jour que sa fille, elle voulait se suicider, elle était communiste et transgenre. C'est quelque chose qui fait très peur quand même. Bon, c'est peut-être parce qu'on lui a inculqué des peurs qu'elle est complètement déboussolée, quoi. Les nouvelles générations sont vraiment déboussolées. Je pense qu'avec la franc-maçonnerie, on est une des dernières institutions où on a l'occasion de nous réunir IRL, in real life. Et j'espère qu'on va garder cette possibilité. Là, ce matin, on n'est pas très nombreux en vrai. On est quoi? On est 3 et 2, 5 et 3, 8. Mais j'espère que... Voilà, mais c'est très, très bien qu'il y en ait aussi en virtuel. Alors, ma question, c'est quelle est l'idée de notre... oui, comment notre frère peut-il être encore optimiste comment, en étant des résistants, souriants, concrètement, quelle est sa vision dans le futur proche? Voilà, donc question et maintenant réponse de notre frère Michel Hanoun. Alors, deux, trois choses. D'abord, parce qu'il y a plusieurs attendus avant la question. Le premier, oublier son portable et vivre plus heureux à Marrakech, c'est parfois un pléonasme. En tous les cas, on se retrouve dans des situations où, bon, je rappelle que les plus grands dirigeants de ces boîtes
dont je parlais tout à l'heure, ils envoient leurs enfants dans des écoles normales, traditionnelles. Donc c'est pour ça qu'il faut en avoir bien conscience. Eux, ils l'ont en tous les cas, c'est cette conscience. Alors, qu'un enfant soit communiste et transgenre, eh ben, il va falloir s'y faire. Je le dis comme je le ressens. Et à partir d'une expérience, une partage de la distance, de l'incompréhension, aujourd'hui, on est dans une réalité avec laquelle il va falloir se faire. Tout à l'heure, on a bien voulu dire que je représentais un certain, comme personnalité qualifiée à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je peux vous dire que les lobbies des gays, bi, trans et indéterminés, même s'il faut rajouter LGBT, UQI, etc., sont légion. Que l'autre jour, le débat, c'était de savoir si pour les toilettes, il fallait mettre un pictogramme pour hommes ou pour femmes, et ou les supprimer pour ne pas blesser tel ou tel. J'ai fait un amendement en proposant que simplement en France, déjà les toilettes soient propres, qu'elles aient un pictogramme. Donc, ils n'ont pas d'humour, ils n'ont pas rigolé. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est tout simplement, il va falloir s'y faire. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est dramatique? Bon, c'est pas, voilà. Quand on dit ça fait peur à un monde recta et rigide. Ça fait peur à un monde qui est organisé, qui est structuré selon un certain nombre de règles. Ça me permet de reprendre sur les notions des valeurs. Bon, les valeurs, c'est bien un certain nombre de principes, mais c'est aussi un certain nombre de principes qui évoluent. Et si cette évolution n'est pas faite, s'il n'y a pas de... elles évoluent malgré soi, malgré nous, donc, par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on peut être optimiste? J'ai dit optimiste, en fait, je pense qu'il faut commencer par être lucide. Et la lucidité, pour prendre un poète, c'est la blessure la plus proche du soleil. Donc, c'est René Char. Donc, à partir de là, si on est collectivement lucide, on va faire beaucoup de progrès. Et que nous soyons des éclaireurs en tant que maçons, ce sera encore plus un phénomène d'accélération. Et des éclaireurs à taille humaine, des éclaireurs, entre guillemets, humains. Donc, moi, je crois qu'on a un rôle à jouer. Je crois qu'on a un rôle à jouer qui ne consiste pas simplement à être les observateurs du nombril, du nôtre, mais celui du monde tel qu'il est, du monde tel qu'il vient, porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Ça peut aussi, avant de porter au dehors, il faut commencer là, à l'intérieur. Donc, c'est toujours ça. Voilà. Et pas faire ce qui se fait dans plein d'endroits. Nous allons nous réunir sur nos valeurs. Dans un coup de coude, camarades, c'est quoi nos valeurs? Posez la question comme ça un peu à plein d'endroits, vous allez voir que c'est un peu triste, le type de réponse que l'on peut avoir. Donc, lucidité, les valeurs, oui, mais recensons-les et voyons sur lesquelles nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. En tous les cas, quels sont les points de différence? Parce que c'est un laboratoire majeur de la réflexion qui est possible dans la société. Et puis, cette société, elle respire, elle s'en fout de savoir ce qu'on peut penser ou pas. Bon. Et il faut en admettre un certain nombre de, comment je veux dire, d'évolutions, sans pour autant considérer que ce soit dramatique. Ce qui est dramatique, c'est quand on a perdu sa liberté de conscience. Et ce qui est dramatique, c'est quand on a perdu cette forme de libre arbitre qui fait notre spécificité d'homme. Et donc, oui, de femme, bien sûr. Donc, c'est notre humanité, quoi, globalement. Et ça, c'est ce sur quoi il me paraît fondamental de se battre. Après, l'histoire des interdits enseignés à l'école, etc., c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que jusqu'à l'âge de 9 ans, les enfants ne sont pas racistes. Et c'est une réalité
Là, j'ai écrit, publié, il y a eu des tas de travaux qui ont été faits. Jusqu'à 8-9 ans, ils ne sont pas racistes. C'est après qu'ils le deviennent. Je pourrais citer des exemples, mais je ne fais pas. C'est après. Donc ça veut dire que quand ils rentrent dans le monde des adultes, en réalité, ils deviennent racistes. Avant, il n'y a pas. Et donc, réfléchissons à ça. Alors qu'on ne leur apprenne pas à lire et à compter, ce n'est pas acceptable, mais qu'on bâtisse l'ensemble des programmes autour des phobies, des peurs et de tas de trucs, ils écoutent aussi ce qui se passe chez eux. Notre génération, moi, la télévision, c'est en 1968 pour les Jeux Olympiques à Grenoble que mes parents qui n'avaient pas les moyens ont acheté la télé. Voilà, j'avais déjà plus de 18 ans. Donc, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, Alexandre Tartin est mort avant-hier. C'était le réalisateur qui a fait le premier quart en couleur, c'est-à-dire la première télévision en couleur. Ce n'est pas du temps où les mecs parlaient, c'est tout récent. Et aujourd'hui, on considère que tout est arrivé comme ça. Voilà. Alors, le temps a un rôle, le temps est important, et donc, il me paraît fondamental qu'on l'accompagne, qu'on y contribue, et ce n'est pas indécent de le faire. Mais si on est sur le reculoir, en se disant qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, comment bon, très bien. Et c'est cette armature humaine que la maçonnerie peut contribuer à structurer, au sens où elle met du béton armé pour avoir cette armature. Qu'on ne soit pas d'accord, finalement, ce n'est pas important. Mais qu'on se parle, ça me paraît central. Qu'on se comprenne. Déjà, quand je dis blanc et que l'autre dit noir, que celui qui dit blanc ou noir, il sache pourquoi il le dit. Et pas je dis noir parce que toi, tu as dit blanc. Voilà. Et puis, on va faire un compromis, évidemment, on va faire gris. Donc, voilà, personne n'est content à l'arrivée parce que personne ne s'est respecté. S apostrophe. Donc, voilà. Donc, sur ce plan-là, je n'ai pas la science infuse, mais simplement quelques années d'expérience au service de la diversité humaine. Mais dans cette diversité, tout le monde dit, les gens pensent que, disent que, c'est leurs copains qui pensent que, disent que. Mais la diversité du monde, ce n'est pas non plus un sondage au sens Ipsos, c'est aussi une réalité, la patte humaine, et qui fait que, voilà. Et bien souvent, ce sont ces aspects-là qui sont fondamentaux et qu'on oublie, rien que dans nos instances. Alors, au moment de devoir vous quitter et de transmettre le contrôle pour la fin de ce moment à Christian, donc au président du collège, au fond, je voudrais simplement rappeler l'étymologie commune entre lucidité et lumière. Que demandez-vous ici? La lumière, c'est ça. Et j'espère qu'un peu de cette lumière, effectivement, arrivera à sourdre et à se répandre en dehors. En tout cas, c'est notre devoir, c'est notre commitment, c'est ce à quoi nous nous sommes engagés. Et je crois que le jour où on perd de vue que l'on est venu ici à la fois pour se structurer soi-même, se connaître soi-même, et pour porter au dehors lorsqu'on montait dans le temple, comme tu l'as dit très justement, et qui est une phrase commune à l'initiation de toutes les obédiences, masculines, féminines, mixtes, voire indéterminées s'il y en a. Eh bien, c'est essayer d'être un peu porteur de conscience, de lumière, au-delà des soi-disant proclamations et des théoriques valeurs. Merci en ce qui me concerne, je vais m'enfuir aussi discrètement que possible et transmettre maintenant les manettes à Christian que vous voyez d'ores et déjà sur votre écran. Merci Jean-Jacques. Je voudrais vraiment remercier Michel pour cette conférence qui nous a permis de jeter un pont, je dirais, entre nos connaissances classiques et ce monde tout à fait nouveau. Je pense que le type de discours qu'il a élaboré nous a rendu parfaitement perceptibles les enjeux en cause et en mesurant des risques, mais sans s'affoler. Et c'est-à-dire en ayant une conscience accrue
de nos responsabilités dans le monde qui vient. Des technologies nouvelles, il y en a toujours eu. On avait peur de circuler à plus de 40 km à l'heure en automobile au début du siècle dernier parce qu'on pensait qu'on allait mourir. C'était vrai pour le train. Donc, il y a seulement que, effectivement, l'accélération des technologies aujourd'hui pose un autre problème puisque ça se diffuse à l'échelle de la planète. Alors, avant d'en venir à ce que j'ai à dire, je voudrais suggérer à Michel, la prochaine fois qu'on lui pose une question dans cette commission, de demander s'il ne faudrait pas mettre des adaptateurs dans tous les urinoirs. Parce que ce n'est pas seulement les toilettes qu'il faut tenir propres, mais aussi adapter les urinoirs pour que tout le monde puisse y avoir accès. Je crois que la maire de Paris a fait un effort dans ce sens. Donc, je vais aborder cette question. Normalement, c'est Jean-Robert Domas qui anime l'université, qui est président de l'université, et c'est lui qui aurait dû faire cette annonce, et vous allez voir pourquoi. Parce que l'université maçonnique qui se réunit samedi prochain à 10h précises, non pas 10h30 comme l'académie, et uniquement en ligne, elle aura comme conférencier Michel Maffezoli, qui est bien connu des frères et des sœurs, et il traitera sur cette question de valeurs que tu as envisagé tout à l'heure, le changement des valeurs sociétales, de la modernité à la post-modernité. C'est vrai que le sociologue des tribus aura quelque chose à nous dire. Et puis le contrepoint maçonnique, quoique lui-même ne soit pas exempt de cette qualité, sera apporté par moi, puisque j'ai dû remplacer au pied levé un frère qui s'est déclaré indisponible, et je traiterai de en quoi les valeurs maçonniques nous parlent-elles aujourd'hui. Mais bon, je laisse un certain mystère sur la position que j'adopterai. Donc c'est le 25 à 10h et on peut se connecter en ligne. Voilà, je voudrais encore une fois remercier Michel. J'ai assisté à beaucoup d'échanges sur ces questions, comme chacun d'entre nous, parce que d'abord, il y en a beaucoup et qu'on est appelé à entendre beaucoup de discours sur ce point. Et franchement, j'ai trouvé un humanisme intrépide dans ton propos, c'est-à-dire une présence constante de la conscience dans l'examen de la situation et des évolutions et dans l'échange que nous avons entre les uns et les autres, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des positions autoritaires, mais de conduire des changements et de laisser et de dire que nous avons une responsabilité historique avec nos frères et nos sœurs pour faire accomplir, quand je dis nos frères et nos sœurs, profanes ou tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, on voit que ta fibre politique, on voit que bon, tu as fait des choix politiques, mais au fond, le fond de l'engagement politique, c'est le fait de se sentir responsable socialement et de vouloir conduire des changements. Merci encore 1000 fois. Au plaisir de te recevoir à nouveau, ici ou là, ou en tout cas d'échanger avec toi. On va prendre congé de vous tous. Merci d'avoir été présents pratiquement tous jusqu'à la fin et à bientôt. Au revoir. Et voilà.